Kvaratskhelia va-t-il faire passer un cap au Paris Saint-Germain? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On est très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est là, on est ensemble pour parler du Paris Saint-Germain parce que l'actualité mercato du PSG est beaucoup plus active qu'on ne le pensait. On n'était pas certain que le Paris Saint-Germain allait être si actif lors de ce mercato d'hiver. Il l'est, avec l'arrivée potentielle de Visca Kvaratskhelia. On n'est pas encore sûr qu'il sera là, c'est pas encore officiel, mais on va pouvoir commencer à se poser des questions, savoir son incorporation, si c'est un bon choix, pas un bon choix, etc. On va en parler avec mes copains. Najim Medini est avec nous. Salut Romain, salut Elton, salut aux socios. Bon, on dira Gvara, ça va déranger. Gvara, ça va être bien. Ouais, Gvaradona. Voilà, exactement. Gvara, je pense que ça va aller pour tout le monde. Très content d'être là, pour pouvoir parler de cette opportunité, peut-être quel Paris Saint-Germain de ramener Gvara. Je l'aurais même peut-être recruté dans d'autres clubs. C'est vrai? Ouais. Genre du côté du nord de Londres, potentiellement. Pourquoi pas, je pense qu'ils en auraient eu peut-être besoin. Pourquoi t'as Martinelli? Commence à être un peu frustrant le garçon. Il y a Martinelli et Trossard en réalité qui peuvent jouer sur le côté gauche. Moi je pensais que tu parlais de Tottenham, c'est pour ça. Ah non, je parlais du meilleur club du nord de Londres. Ah d'accord. Ah oui, carrément. Ok, très bien. Elton Mokolo, bonjour. Salut Romain, salut Najim et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Comment ça va toi? Écoute, ça va très bien, très content de faire une nouvelle vidéo avec le Club des 5. Ben oui, content aussi de parler de ce joueur-là, potentiellement dans ce club-là, parce qu'on aime bien Kvaratskhelia, mine de rien. Bien sûr. C'est un joueur qui représente une époque, qui représente un titre en tout cas. C'est assez rare, il n'y a pas énormément de joueurs Il nous avait épaté avec Naples, bien évidemment, lors de la saison 2022-2023. Il nous avait également épaté, ça faut le rappeler, lors de l'Euro quand même accompli de la Géorgie. Ouais. Ça faut pas l'oublier, où il était rentré dans l'histoire face au Portugal et il avait même été décisif sur l'ouverture de score contre l'Espagne. Donc très content d'en parler. Ouais, et ça va être intéressant parce que ça nous permettra aussi de parler des rôles potentiels que peut avoir Kvaratskhelia, que ça soit à gauche ou peut-être aussi dans l'axe, parce qu'il joue un peu plus dans l'axe avec la sélection, dans un schéma à deux devant avec Mikotadze, ils jouent les deux ensemble. Donc ça va être intéressant de voir les ajustements que peut faire Luis Enrique avec un Visca Kvaratskhelia qui serait dans son équipe. Avant ça, les socios, on est très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Plus vous nous mettez de likes, plus la vidéo est proposée à des gens qui ne nous connaissent pas. Là, en l'occurrence, ça serait potentiellement à des fans du Paris Saint-Germain qui ne connaissent pas le club des 5 et qui pourraient être intéressés par nos débats. Si vous êtes d'accord avec ce qui va être dit ou pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire et puis nous on sera là, on fera le petit service après-vente et on viendra répondre à vos questions si vous le désirez, voilà, si vous voulez continuer à débattre sur ce joueur et cette équipe. Bien sûr, si on est là, c'est grâce à nos partenaires, grâce à Winamax, on en reparlera, il y aura des petites cotes que je vous montrerai sur la fin de l'émission et puis Nakima qui nous accueille aussi, je le mets toujours mon petit verre d'eau, voilà. Le petit verre Nakima, merci à eux de nous accueillir dans ces studios. Avant donc de parler de l'arrivée véritable de Kvaratskhelia, parler d'abord du timing et de la surprise potentielle, parce que mine de rien, depuis la fin de semaine dernière, ça s'est accéléré, ça s'est véritablement accéléré. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit si rapide et à ce que le Paris Saint-Germain se positionne sur Gvara dès cet hiver-là? Je t'avoue que non, je ne m'attendais pas forcément à ce que le Paris Saint-Germain investisse une grosse somme sur le mercato hivernal. Mais ça traduit quoi? Ça traduit finalement que le mercato estival n'a pas été une franche réussite. Il sert à ça en fait le mercato hivernal. Il sert généralement à gommer les imperfections que tu as pu connaître 6 mois avant. Et aujourd'hui, je pense que finalement, ça trahit ça en fait. C'est que le joueur offensif que beaucoup de supporters réclamaient, mais que les dirigeants visiblement n'ont pas voulu se positionner, on parlait beaucoup d'un avant-centre, mais là on parle d'un ailier gauche, finalement tu vas peut-être aller le chercher cet hiver. Donc pour moi, le prix n'était pas le même aussi, rien que pour Gvara, n'était pas le même l'été dernier que maintenant aussi. Hein. Donc il y a aussi ça qui joue. C'est clair, ok, mais bon, je pense que... Est-ce que le Paris Saint-Germain aurait été capable de mettre autant déjà cet été? Je ne suis pas certain. Je ne pense pas que le PSG était prêt à mettre 80 millions d'euros sur un joueur offensif l'été dernier, parce qu'on parlait parfois de 100 millions d'euros pour un Osimhen que le Paris Saint-Germain n'était pas forcément prêt à mettre, même si on sait aussi que Luis Enrique n'était pas forcément un grand fan du joueur. Donc je ne pense pas que c'était une histoire de question d'argent. Je pense que surtout, Luis Enrique pensait qu'il pouvait faire
avec ce matériel à disposition et qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, ça risque d'être un peu compliqué. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain essaye de bouger cet hiver. Alors moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec Najim. C'est-à-dire, déjà, dans le mercato hivernal, il n'est pas là pour gommer seulement le mercato estival, parce que tu as des précédents. Je peux évoquer mercato à Liverpool. En tout cas, c'est l'une de ses grandes utilités. Pas que, peut-être. Le mercato, par exemple, 2017-2018 de Liverpool avec Van Dijk, Karius, ça vient pas gommer ce que tu avais fait l'été dernier. De la même manière, tu as vu un Luis Diaz lors de l'hiver 2022 qui est arrivé. Ça gommait pas ce qu'avait fait demain Liverpool. Non, moi je pense que c'est un mercato qui est totalement en adéquation avec ce que veut le PSG. Le PSG a toujours assumé le fait qu'il voulait pas recruter un joueur pour recruter un joueur. Il voulait recruter un joueur qui allait être important pour le projet, un joueur qui, si possible, sera jeune. Il se trouve que Kvaratskhelia, 23 ans, un joueur qui est déjà référencé. On l'a évoqué avec Naples, on l'a évoqué avec la Géorgie. Et pour moi, ça renforce l'idée d'un PSG où il y aura plusieurs titulaires. Parce que dans l'absolu, quand tu regardes le PSG, qui est largement leader en Ligue 1, et il n'y aurait pas forcément besoin de Kvaratskhelia, mais tu apportes une compétence en plus. Et en Ligue des Champions, tu pourrais dire, ouais, Kvaratskhelia, il va arriver en tant que sauveur. On va parler de la saison italienne de Kvaratskhelia. Elle n'est pas non plus extraordinaire, pour ne pas dire plus. Après. Donc moi, par rapport à ça, je pense que c'est indépendant, notamment de ce qui s'est passé, notamment en Ligue des Champions. Évidemment, c'est vrai que tu as raison. Un joueur peut arriver cet hiver et apporter une plus-value. Tu as donné des bons exemples. On travaille bien sûr. de temps en temps. Bien sûr. Et il faut le dire. Il faut que je te mette en valeur. On a des activités diverses, mais on travaille un peu. Mais j'ajoute quand même qu'on n'a pas arrêté en fait de répéter que pendant 4 mois que Barcola n'avait pas de concurrence à son poste, qu'il manquait un joueur sur le front offensif capable aussi de mettre des pions, parce qu'on sait très bien que Ousmane Dembélé est un joueur qui, dans le dernier tiers, peut parfois bégayer, qu'il manquait quand même un atout offensif à cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors ça ne veut pas dire que Varane ne va pas t'apporter un saut qualitatif. Bien évidemment que c'est un joueur qui va t'apporter également un saut qualitatif. Mais je pense aussi, encore une fois, qui vient gommer une erreur qui a été faite cet été. Encore une fois, Luis Enrique a peut-être eu la prétention de penser que le vivier qu'il avait à disposition, ça allait être suffisant. Finalement, on s'est quand même bien rendu compte, notamment sur les matchs de Ligue des Champions, que ça ne l'était pas. Luis Enrique a tenté beaucoup de choses, notamment l'absence de Gonzalo Ramos et notamment la possibilité d'amener un faux numéro 9. Ça n'a pas toujours fonctionné. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin. C'est pas seulement un apport qualitatif, il y a aussi un besoin quantitatif quelque part d'apporter une concurrence à Barcola et d'apporter un joueur qui va t'apporter quelque chose sur le front offensif. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler de Kvaratskhelia, de sa saison, de ce qu'il peut apporter ensuite dans le schéma de Luis Enrique. On va revenir un petit peu sur sa saison en Italie. Alors il faut savoir qu'en France, on n'a pas vu tous les matchs de Naples, on va pas se mentir. Donc on se cantonne un petit peu aux statistiques qu'on peut voir, aux images qu'on peut voir également, aux déclarations. Également, parce qu'on va prendre les déclarations d'Antonio Conte, l'entraîneur de Naples, qui te disait en début de saison que Kvaratskhelia était invendable et qui là maintenant dit il a envie de partir et s'il veut partir, il pourra partir. Donc il y a eu un changement dans sa manière de voir le joueur. Il est à 5 buts, 3 passes décisives en Serie A. On pourrait penser que c'est pas extraordinaire, mais même la saison où Naples est champion, il est à 12 buts, 10 passes D sur la saison entière. Donc en fait, il est 12 buts, 10 passes D, vous divisez en deux, ça fait 6-5, et là il est à 5-3, donc il n'est pas non plus très très loin de ses standards. L'année dernière, il fait 10 buts et 6 passes décisives, donc il est un quasiment... Peu plus, il fait 9 passes décisives, je crois. En championnat ? Non, en championnat, je crois qu'il en fait que 6, pardon. Voilà. Mais donc, on est sur un joueur qui est plutôt dans ses standards, un peu à la baisse forcément face à la saison historique qu'il a pu faire quand Naples est champion, mais est-ce qu'on a toujours le Gvara qu'on a vu, qui nous a marqué lorsque Naples a remporté le Scudetto ? Par contre, il faut faire attention notamment à ce qu'on va dire, notamment sur la thématique Kvaratskhelia, parce qu'aujourd'hui, c'est la demi-saison de Kvaratskhelia, il faut la contextualiser, tu l'as évoqué. Il y a la thématique de la motivation qui a été mise en avant spontanément par Conte. À partir du moment où il y avait un joueur qui déjà était dans l'optique de partir l'été dernier. Il avait été convaincu par Antonio Conte dans un premier temps, avant de finalement décider cette fois-ci de partir. Ensuite, tu as le dispositif tactique, parce qu'on connaît le Naples avec Antonio Conte. Voilà, c'est un dispositif tactique bien ancré, où là, il a eu moins de protagonisme, et tu as eu l'émergence d'un David Neres. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un joueur en échec qui arrive du côté du PSG. Non, pour moi, c'est un joueur qui est arrivé au bout de son aventure avec Naples. Une aventure qui, quoi qu'on en dise,
est historique. À Bah tout oui, point oui. de vue. Le, À le tout point maillot, de vue. le maillot du Napoli avec le numéro 77 et Kvaratskhelia, il sera iconique à vie en fait. Ben voilà, il aura un rond de serviette à Naples pour 100 ans et que sais-je. Et donc par rapport à ça, non, c'est un joueur qui avait terminé son cycle. Mais non, moi ça va m'intéresser de voir quel joueur va arriver parce que la saison dernière, pour le coup, là, c'est un échantillon qui est beaucoup plus important. Elle n'avait pas été satisfaisante. Clairement, c'est l'un des joueurs qui avait été ciblé. Mais à côté de ça, on avait vu on avait vu un joueur qui s'était plutôt mis à son avantage lors de l'Euro. Donc moi, par rapport à ça, je suis quand même très curieux et de manière positive à l'idée de voir Kvaratskhelia, si bien évidemment ça se fait, arriver au PSG. Najim, tu disais tout à l'heure que tu l'aurais bien vu à Arsenal en tant que suiveur et fan d'Arsenal. Est-ce que là, ce qui s'est passé depuis le Scudetto, t'aurais fait un petit peu changer d'avis ou tu l'aurais toujours voulu quand même maintenant quoi. Franchement, je l'aurais toujours voulu déjà parce que des ailiers gauches disponibles sur le marché, il n'y en a pas énormément aussi, il faut dire la vérité. En termes de concurrence, il n'y a pas énormément de superstars qui paraissent en tout cas disponibles et à portée de main. Mais parce que moi, j'aime ses qualités déjà. En fait, tout simplement, hormis les statistiques, sa saison un petit peu compliquée l'an passé avec le Napoli, qui était d'ailleurs plus une saison collectivement assez catastrophique du Napoli, plus que seulement individuelle. Le Napoli avait réalisé une saison l'année dernière qui était très loin des attentes. Je trouve que c'est un joueur qui allie à la fois la vitesse, c'est un joueur assez rapide balle au pied avec une très bonne conduite de balle, un vrai joueur de percussion, et en même temps il a ce côté physique en fait. C'est un joueur qui est capable d'aller au contact, qui est pas facile à bouger, qui est assez grand de taille. Donc je trouve qu'en fait il a cette alliance qui est assez rare chez les ailiers. Enfin il n'y a pas énormément d'ailiers qui ont à la fois ce côté physique robuste, mais aussi cette qualité de vitesse et cette qualité de percussion. Moi j'aime beaucoup cet alliage que présente Kvara. Et puis en plus, mine de rien, alors c'est pas un serial buteur, c'est pas un joueur qui a déjà fini une saison à 20 buts en Serie A, mais c'est quand même un joueur qui te met sa douzaine, voire limite sa quinzaine de buts, comme il l'avait fait, je crois, lors de sa saison, lors du Scudetto. Il en a mis 12 en championnat, mais 12 en championnat. compétitions confondues, ça faisait un Voilà. peu plus. Et en même temps, il a ce côté altruiste, cette capacité à faire briller ses partenaires, cette capacité à donner des bons ballons de but et à faire des passes décisives. Donc moi, je trouve qu'en fait, les qualités du joueur, au-delà même de tout ce qu'on peut dire, c'est un joueur qui peut s'incorporer dans beaucoup d'équipes. Je pense qu'il aurait pu être fait pour la première ligue, et c'est pour ça que je trouve que si Arsenal s'était positionné par exemple sur Kvara, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Bien au contraire, je pense qu'il aurait apporté un saut qualitatif à l'équipe et qu'il aurait complètement sa place sur l'aile gauche, aux côtés de Saka et de Havertz ou Jesus. Et puis du côté du Paris Saint-Germain, mon propos ne change pas. C'est-à-dire qu'au Paris Saint-Germain, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur le front offensif, il manquait peut-être une lame supplémentaire, un joueur capable de percuter, capable de faire peut-être un peu mieux d'avoir des meilleurs choix dans la surface de réparation, et je pense qu'il a ce type de profil là. Et ça c'est très intéressant ce que dit Najim, parce que pour moi Kvaratskhelia ne vient pas pour entre guillemets apporter nécessairement le facteur but. Alors si bien évidemment s'il peut le faire, s'il peut le faire bien évidemment, mais on en a beaucoup parlé notamment du côté du PSG et la Ligue des Champions. Pour moi Kvaratskhelia il vient en premier pour améliorer la qualité des occasions. C'est une nuance, mais elle est très importante parce que le PSG, c'est une équipe qui a beaucoup d'occasions, mais au niveau de la qualité des occasions, c'est là où elle peut faire mieux. C'est-à-dire que la qualité des occasions, c'est être dans les meilleures dispositions au moment où il faut faire le geste final. Exactement, et ça passe par quoi? Et ça c'est un prérequis dans une équipe de Luis Enrique, c'est des ailiers qui sont pas en capacité de percuter, de dribbler, de faire des différences significatives pour mettre en condition de tir le meilleur coéquipier possible à l'instant T. Et donc moi, par rapport à ça, quand Najim vient d'évoquer les qualités de Kvaratskhelia, ça colle totalement au portrait robot d'un ailier type Luis Enrique par sa capacité à améliorer la qualité des occasions de but. C'est là où je vais l'attendre. Parce que s'il fait une saison, par exemple, à 6 buts sur la deuxième partie de saison, mais qu'à côté de ça, le PSG est une équipe qui est capable de mettre 2-3 buts, enfin on l'espère pour eux, puisqu'il ne pourra pas jouer dans un premier temps en Ligue des Champions, mais par la suite est capable de faire ça sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions et sur la Coupe de France, et bien là on pourra dire qu'on est sur la bonne voie. Après, pour répondre à la question notamment qui est en liner, est-ce que c'est la pièce manquante de Luis Enrique ? Je pense que c'est une pièce peut-être qui manque, mais je te dirais pas que c'est la pièce manquante, parce que moi j'ai souvent quand même milité. Je pense qu'il y aura encore une marge de progression par la suite. Pour moi, il manque vraiment ce joueur au milieu de terrain. J'ai souvent répété ce créateur. Vraiment ce joueur offensif qui vraiment va te faire le lien entre le milieu et l'attaque. Aujourd'hui au Paris Saint-Germain, malheureusement, on n'a pas ce joueur. Avec l'arrivée potentielle de Kvaratskhelia,
il y a un joueur comme Désiré Doué, par exemple, qui commençait à s'imposer au Paris Saint-Germain, qui pourrait potentiellement reculer un petit peu, venir peut-être au milieu de terrain, le temps d'intégrer. Peut-être que ce sera ce joueur-là. Il faudra voir un petit peu son évolution. Au début, les tout débuts de Désiré Doué ont été un petit peu compliqués. Les montées en puissance avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Ce qui est certain pour moi, c'est qu'il te faut ce 8-10, ce créateur, ce Odegaard, ce Kevin De Bruyne. Je ne dis pas forcément du même niveau, mais dans le profil, ce type de joueur 8-10 qui va être capable à la fois de t'aider dans les sorties de balles, à la fois d'être omniprésent sur les phases de construction et en même temps sur les phases de finition, quand tu t'approches de la surface de réparation, te trouver la bonne passe. Ce joueur un petit peu omniprésent dans les 3 phases de jeu. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne l'a pas parce que ce soit Zahir Emery, sa progression a été un petit peu ralentie. On l'a espéré avec Vitinha, sauf que Vitinha a un petit peu déçu sur la première partie de saison. Et puis les autres joueurs, que ce soit Fabian Ruiz ou João Neves, mais João Neves joue un petit peu plus bas généralement. Puis Fabian Ruiz, malheureusement, n'a pas le même rendement qu'avec l'Espagne. Donc il manque encore ce joueur-là. Juste sur l'incorporation au Paris Saint-Germain, là encore, c'est du potentiel. Hein, on fait comme si ça allait se faire. Je viens de le voir au Bourget en fait. Oui. Au checking. Kvaratskhelia, déjà dans le profil, le Parc des Princes adore les dribbleurs. Enfin, c'est historiquement, c'est pas que depuis qu'il y a les Qataris. Historiquement, il y a une histoire de dribbleurs au parc qui fait que ce public-là a une sensibilité pour les joueurs depuis comme ça. Depuis Stéphane Cessignon, en fait. Oui, bien sûr. Même avant. Mais donc, on se dit que ça peut fitter. C'est un joueur, Kvaratskhelia, qui depuis plusieurs années a connu l'ailier gauche avec Spalletti, qui a connu Conte, qui avec Willy Sagnol joue dans un schéma 2 devant, je le disais, avec Mikotadze. Tu le sens pouvoir s'adapter à ces double triple rôle que demande Luis Enrique. Un coup il est gauche, un coup aller dans l'axe, un coup peut-être aller de l'autre côté à droite. Tu le vois moi c'est ce qui m'intéresse au plus haut point, parce qu'on connaît le leitmotiv de Luis Enrique, être imprévisible pour l'adversaire mais prévisible pour nous-mêmes. C'est-à-dire que du côté du PSG, on a vu tout au long de cette première partie de saison, c'est qu'on a vu tout du moins sur le plan offensif, un PSG qui a été capable de changer à plusieurs reprises son animation. C'est qu'on a connu un PSG avec évidemment le faux neuf, on a eu l'incorporation de Gonzalo Ramos, on a eu Barcola qui a bien débuté la saison, mais là tu vois Désiré Doué qui est de plus en plus important, et donc par rapport à ça, encore une fois, Luis Enrique a l'ambition de rebattre les cartes. Et par rapport à ça, Kvaratskhelia, c'est pas nécessairement à gauche où je l'attends, mais aussi dans l'axe. Notamment où je pense qu'il a des capacités, il a les qualités pour évoluer dans l'axe et pour rendre le PSG encore plus imprévisible pour l'adversaire. Moi, la question aussi que je me pose, et je pense qu'il y a pas mal de socios aussi qui se la posent, c'est quid de Barcola aussi? C'est-à-dire que si tu recrutes Kvara, qu'est-ce que tu vas faire de Barcola? Barcola qui est vraiment moins bon depuis 2 mois et demi. Hein. Bien évidemment, mais bon, ça reste quand même un joueur sur lequel tu as non seulement mis pas mal d'argent et qui a montré quand même de bonnes choses avant d'avoir cette période un petit peu plus compliquée. Non seulement je pense que Barcola déjà a cette faculté de pouvoir jouer à droite et de pouvoir apporter aussi une concurrence par moment à Dembélé, ça c'est la première chose, donc je pense que c'est toujours mieux d'avoir 3 joueurs pour 2 postes que 2 joueurs pour 2 postes. Là, tu as 3 joueurs pour 2 postes, donc tu vas pouvoir mettre une concurrence. Le Paris Saint-Germain joue toutes les compétitions, donc ils en ont besoin. Et Kvara, oui, moi je le vois soit jouer avant tout quand même côté gauche, parce que ça reste quand même sa position naturelle. Il aime bien partir de son côté gauche et percuter sur son pied fort. Ou alors, effectivement, dans un rôle de neuf, on sait que Luis Enrique a tenté Asensio, a tenté Lee Kang-in, il a tenté pas mal d'options à ce poste-là. Donc oui, Kvara dans un rôle un peu de neuf, qui est capable à la fois de décrocher pour participer au jeu, mais qui est capable aussi de faire des appels dans le dos de la défense. Il a cette faculté-là aussi, Kvara. Je le trouve assez complet dans pas mal de compartiments du jeu. Donc pour moi, oui, bien évidemment que dans l'animation offensive, il peut occuper plusieurs rôles. Il y a aussi le rôle de Dembélé qui a joué faux neuf dans les gros matchs. En plus. Là dernièrement avec le Paris Saint-Germain, donc qui a une place potentiellement à droite qui peut se libérer. Kanguinli, c'est pas le titulaire indiscutable des titulaires indiscutables, donc il peut y avoir un Doué qui peut se mettre à droite, il peut y avoir un Barcola qui peut se mettre à droite. Aujourd'hui, ça fait sens par rapport à ce qui est le grand fantasme de Luis Enrique, c'est le PSG des 20 titulaires. Et là, on y rentre totalement dedans avec, encore une fois, pas la volonté de renforcer quantitativement le PSG, mais de renforcer qualitativement avec des joueurs qui, peu importe leur nombre de minutes, sont susceptibles d'avoir une vraie valeur ajoutée. Et là, tu envoies un message quand même qui va dans ce sens-là en prenant Kvaratskhelia. Alors que dans l'absolu, tu pourrais te dire... Barcola était déjà là, Désiré Doué commence à montrer de bonnes choses, et là tout de suite tu dégaines cette carte. Et puis mine de rien, même si Luis Enrique, moi je l'ai pas mal critiqué sur les derniers mois, il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a cette flexibilité, c'est-à-dire que
il voit pas un joueur seulement à un poste. T'as des entraîneurs comme ça qui n'osent pas trop bouger les joueurs lui, de leur c'est même poste. plutôt l'inverse. Hein. Luis Enrique, lui, pour le coup, il a cette faculté à pouvoir tenter des joueurs à des postes qui. On a quand même eu Dembélé limite dans un rôle de milieu relayeur contre la Sociedad l'année dernière. Donc moi, ça c'est une qualité, je trouve, chez Luis Enrique. Et il est clair, il est évident que Kvara, je pense, sera avant tout testé au poste d'ailier gauche parce que ça reste son poste. Mais Luis Enrique ne va pas, va le tenter à d'autres rôles. D'ailleurs, même à Naples, il a joué parfois limite second attaquant. Oui, bien sûr. Derrière surtout avec Conte, Mais qui tu est fais capable bien de format d'ailier comme ça. Tu comme fais bien sûr. d'évoquer brièvement Luis Enrique parce que dans le contexte de la Ligue 1 où tu es quand même en surdomination, on aurait pu tomber sur un entraîneur qui allait venir en pantoufle. Et lui, c'est peut-être l'entraîneur qui se challenge le plus tactiquement face aux oppositions de Ligue 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'est pas dans le conformisme, mais toujours dans l'idée d'apporter une nouvelle équation en plus à l'adversaire. Et là, tu as une nouvelle équation sous la forme de Kvaratskhelia. Alors, s'il arrive. S'il arrive. On va terminer cette émission en regardant quelques cotes. Alors, Kvaratskhelia s'il est là, ne va pas jouer face à Manchester City ni face à Stuttgart, puisque bien sûr les listes UEFA sont bloquées. Elles pourront se rouvrir à partir de la deuxième partie de la saison, s'il y a une deuxième partie pour le Paris Saint-Germain. Mais on va quand même se poser la question des cotes du PSG en Ligue des Champions. On va en voir deux. On va voir d'abord la cote du top 24, puis après la cote de la victoire du PSG face à City. Et on va se poser aussi la question de savoir si cette arrivée de Kvaratskhelia peut booster ceux qui sont déjà là et qui vont devoir se montrer dans ces matchs-là. On fait ça avec notre partenaire Winamax, qu'on remercie d'être avec le Club des 5 depuis tant d'années maintenant. On rappelle que jouer comporte des risques, il faut faire attention aux mises que l'on met et que toute mise qui est mise et doit être considéré comme perdu pour les parieurs. Voilà, l'idée est vraiment d'avoir un divertissement avec le pari et de pas que ça soit une nécessité. Je vous montre la cote du top 24 du PSG. Donc le PSG qui se qualifie pour les 16e de finale de cette Ligue des Champions. La cote, elle est à 1,40. On rappelle qu'à l'heure actuelle, le PSG est 25e, donc en dehors de la zone de qualification. Qu'il y a ce match face à Manchester City qui va beaucoup mieux qu'il y a ne serait-ce que 2-3 semaines, et qu'ensuite il y aura un déplacement à Stuttgart dans la dernière journée de la mort avec les 18 matchs en même temps, où un but sur n'importe quel terrain peut te faire chuter de 3 places et toi tu es un peu dépendant de tout ça. Est-ce que vous voyez le PSG se qualifier, être dans le top 24, donc prendre sur les 2 derniers matchs, prendre 3, peut-être 4 points pour pouvoir se qualifier, ou est-ce que vous prenez la cote à 1,40 ? Najim. Je pense que 3 points déjà, ce sera suffisant, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Enfin, on n'en a évidemment pas la garantie. Il faudra voir comment les équipes derrière le Paris Saint-Germain vont avancer. Mais je pense que 3 points peut suffire. Moi, contre City, je vous avoue que j'ai un peu peur pour le Paris Saint-Germain parce que City, justement, monte en puissance. Et j'ai un peu peur que le Paris Saint-Germain fasse un espèce un peu de complexe d'infériorité. Ils vont jouer quand même contre City, qui a remporté la Ligue des Champions il y a 1 an et demi, qui certes est malade, mais qui reste Manchester City. Et donc pour moi, ça va surtout se jouer sur le match contre Stuttgart. J'ai envie de croire que le Paris Saint-Germain va quand même réussir à prendre les 3 points. Voire même qu'un point pourrait peut-être être suffisant, sait-on jamais, sur certains cas de figure. Ouais, ça me paraît très très improbable de se qualifier à 8. À 8 points. Moi aussi, j'y crois pas. Mais on m'a assuré que c'était possible. Ouais. Dans une émission antérieure. En fait, c'est possible, mais ça dépend ça change tout le temps en fait. Ouais. Après chaque journée, le nombre de points nécessaires pour pouvoir se qualifier bouge. Donc c'était peut-être le cas à ce moment-là, et depuis les résultats ont fait que. En tout cas, moi aussi, je ne pense pas qu'avec un seul point tu te qualifieras pour le top 24. Après, je trouve que la cote est assez faible pour l'objectif en fait. C'est-à-dire qu'à 1,40, je trouve que c'est assez risqué par rapport à la porte du top 24, t'es 25e. Oui, mais la cote est très faible. Non, justement, voilà. Je suis d'accord avec toi, mais c'est en ce sens-là. Exactement. Dans la mesure où ils sont 25e, en fait, c'est la prochaine équipe à intégrer. C'est ça. Ouais. Donc, et puis le match contre Stuttgart, même si c'est pas le Stuttgart de la saison passée, ce sera une J8 de Ligue des Champions. Là, je peux vous assurer que le taux de stress sera à son maximum. Et malheureusement, on sait que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quand il y a du stress, parfois, ça va pas forcément dans le bon sens. On rappelle qu'avec 8 points pour le moment, il y a Manchester City qui est 22e, le PSV qui est 23e, le Dynamo Zagreb qui est 24e. Imaginons que le Dynamo Zagreb perde tous ses matchs
et que le PSG fasse match nul, le PSG sera devant parce que la différence de but du Paris Saint-Germain est meilleure. Mais à côté de ça, il y a Stuttgart aussi qui a 7 points. Donc il faudrait que Stuttgart perde aussi et qu'il fasse match nul contre le PSG, il serait toujours derrière. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Tu vois le PSG se qualifier ou pas? À 10 points, oui. À 10 points, donc il faut une victoire. À 10 points, donc il faut une victoire du PSG, que ce soit face à Manchester City ou contre Stuttgart. Mais moi, je vois le PSG, donc la cote 1,40, elle est totalement logique parce que tu as fait, alors peut-être pas un grand pas en avant sur la victoire contre Salzbourg, mais tu t'es un peu plus rassuré sur le plan comptable. Et là, encore une fois, et ça, je pense que Luis Enrique, il va insister là-dessus le 21 janvier prochain en conférence de presse. Le PSG ne dépend que de lui-même. Et ça, quand bien même la situation, elle n'est pas bonne au niveau du classement parce que tu n'es pas qualifié au minimum pour les barrages, le PSG, on n'est pas sur un match éliminatoire contre Manchester City parce que tu auras toujours la possibilité de te qualifier face à Stuttgart. Après, tu auras une vision d'ensemble un peu plus claire après le match contre Manchester City, mais toujours est-il que tu dépends encore de toi-même. Les codes justement du match face à Manchester City, on va se pencher dessus. La victoire du Paris Saint-Germain est à 2,35. Sur ce match. La victoire de Manchester City est à 2,70. Le match nul est à 3,80. La victoire à 2,35, tu la prends pas du tout alors toi? Moi, je continue de penser que la meilleure cote, c'est à 2,70 Manchester City. Ouais. Je trouve que City est considéré comme le club qui n'est pas favori, ce qui peut se comprendre encore une fois, parce que le Paris Saint-Germain joue à domicile, parce que Manchester City est un club malade, même si ça va un petit peu mieux sur les dernières semaines. Il faut aussi rajouter un peu de contexte en rappelant que City n'a pas joué des adversaires extrêmement compliqués sur les dernières semaines. Ils auront d'ailleurs un match à l'extérieur contre Brentford qui sera intéressant à suivre. Mais je continue de penser que le PSG risque de faire peut-être un espèce de complexe d'infériorité. Et je trouve que la cote à 2,70 pour Manchester City est très intéressante. Moi, je vois clairement le match contre Stuttgart comme une espèce de finale pour aller chercher le top 24. C'est comme ça que j'imagine la suite de la saison du PSG. Toi, tu vois le PSG qui peut battre City ou pas? Je vois un match nul, moi. Match nul? Je vois un match nul parce que par rapport aux dynamiques des équipes, en fait, c'est des problématiques qui sont différentes. Du côté de Manchester City, on parle d'une équipe qui est malade, qui fait face à une crise sans précédent dans son histoire moderne. Et du côté du PSG, tu es renvoyé à tes limites sur le réalisme. Donc par rapport à ça, c'est deux réalités qui sont différentes. Et moi, je vois un match nul. Match nul donc entre le PSG et Manchester City. Pour toi, Elton, je vais vous remercier. Merci Najim, merci Elton, merci à tous les socios qui ont été avec nous. Merci à Fares Hachem qui a réalisé et préparé cette émission. On vous rappelle que le Club des 5 est de retour, qu'on va être là souvent. On va essayer de faire des émissions comme ça, pas tous les jours, mais on va en faire plusieurs par semaine. Maintenant, on va essayer de se faire des petits rendez-vous d'actu comme celui-là, là, où on parle d'un club ou d'une thématique sur un club, mais aussi bien sûr, ce que vous attendez énormément, c'est les entretiens. Et on en a qui arrivent. Ah ça, ouais. On en a qui arrivent. Soyez branchés. Des entretiens, donc ne vous inquiétez pas, on vous décevra pas. De toute façon, côté entretien, on vous déçoit jamais. Donc ça le fera. Et puis si on a des émissions thématiques aussi avec des directeurs sportifs, etc., ça reprendra là aussi. On fait ça, on met pas de récurrence, c'est en fonction des opportunités qui viennent normalement avec le Club des 5. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça sortira très très vite. Merci à vous deux. Merci à Fares, je le disais, et merci à vous les socios. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus et on se donne rendez-vous très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.